J'ouvre notre second débat, c'est un droit de suite que je vous propose. C'était le 1er décembre 2018, des Gilets jaunes saccageaient l'Arc de Triomphe à Paris, faisant basculer le mouvement dans une dimension insurrectionnelle. 5 ans plus tard, que reste-t-il de cette révolte? Un parti politique en a-t-il profité? Que sont devenus aussi ces milliers de cahiers de doléances censés donner une traduction politique au grand débat d'Emmanuel Macron? Avant de répondre à ces questions, un reportage, il est signé Fabien Raquer, il s'est rendu à la rencontre d'anciens Gilets jaunes. On est à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. On est là, on est là. Ils sont quelques irréductibles, réunis pour célébrer un anniversaire. C'est des Gilets jaunes du 17 novembre 2018, ils sont là depuis le début, ils n'ont jamais lâché depuis 5 ans. Tristan, Irène, Joël et les autres retrouvent leur place forte, le rond-point de Brézillé, à la sortie de Saint-Brieuc, lieu emblématique du mouvement des Gilets jaunes en Bretagne. Ici on avait fait notre QG quoi. On avait construit une cabane, on avait construit même un dortoir pour ceux qui restaient surveiller le QG des Gilets jaunes. Non, ici c'est beaucoup de bons souvenirs, de très bons souvenirs ici. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Il y a la joie de se retrouver, mais aussi de la colère, à cause d'une situation sociale encore plus précaire qu'il y a 5 ans. En 2018, là, le carburant était à 1,42, 1,43. Là, on frôle les 2 € sans arrêt. Les kilomètres, ils rétrécissent pas. Les voitures, elles consomment toujours autant. Mais le budget essence a été multiplié par 2, voire par 3 pour certains foyers. Pouvoir d'achat, prix des carburants, les revendications restent intactes. Quelques automobilistes manifestent leur soutien. De quoi donner espoir à Tristan de voir le mouvement repartir. Les revendications qu'on portait en 2018, on les porte toujours aujourd'hui. C'est encore plus cher maintenant. Et je pense même que ceux qui ne nous soutenaient pas il y a 5 ans se rendent compte aujourd'hui que la vie est compliquée et que maintenant peut-être qu'ils nous comprennent aussi le pourquoi on a été obligé de se mobiliser. Mais tous ne croient pas à une résurrection des Gilets jaunes. Fabrice Huette vit à Loudéac. Ce Gilet jaune de la première heure a pris ses distances avec le mouvement, auquel il reproche de s'être égaré dans des revendications fourre-tout, par exemple au sujet du vaccin pendant le Covid. Le terreau, il est fertile ici, il n'y a pas de souci. Le pouvoir d'achat, l'augmentation des loyers, même ici, on la ressent. L'augmentation des prix du carburant. Tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un nouveau mouvement contestataire. Mais il ne peut avoir lieu que si on s'appuie sur des bases solides, c'est toujours la même chose. Revendiquer pour revendiquer et derrière ne pas être capable d'expliquer réellement sa revendication, ça ne va pas nous mener à nouveau bien loin. Avec son association, Fabrice mise sur l'éducation populaire et organise des soirées débats auxquelles il convie aussi des élus. Ces mêmes élus locaux qui, en 2018, étaient les premiers interlocuteurs des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient installés ici, sur ce terrain que j'avais mis à disposition, effectivement. Et il y avait une sorte de camp de base avec une partie accueil du public et permanence. Maire de Plérin, Ronan Kerdraon avait mis ce terrain à la disposition des Gilets jaunes pour qu'ils y installent leur camp de base. S'il ne reste aujourd'hui aucune trace de leur passage, tout n'est pas rentré dans l'ordre. L'élu local se fait du souci pour l'avenir de son territoire. Je suis très inquiet, moi, pour les années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le gouvernement n'a pas entendu ce mouvement. C'est regrettable. La situation, on a une partie de la population qui s'est encore plus paupérisée. Théâtre d'une très forte mobilisation en 2018, la Bretagne surveille l'étincelle qui pourrait faire repartir la révolte du pouvoir d'achat entre résignation et amertume. 5 ans après, que reste-t-il des Gilets jaunes? La révolte peut-elle renaître? On en débat avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris et vous avez été l'un des garants justement du grand débat national entre janvier et mars 2019. Lucille Schmitt, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique et vous publiez Emmanuel Macron à contretemps aux éditions Bayard. Jean-Laurent Casely, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste, président de Maison Casely, cabinet de tendance sur les modes de vie et les questions de territoire. Et puis vous avez publié avec Jérôme Fourquet La France sous nos yeux. C'était en 2021 aux éditions du Seuil. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Qu'est-ce qui domine d'après vous, Pascal Perrineau? Quel sentiment domine aujourd'hui, 5 ans après, parmi ces Français qui ont occupé les ronds-points ou manifesté? Est-ce que c'est l'amertume
l'amertume, peut-être la fierté du souvenir? Non, il y a la fierté du souvenir. J'ai gardé, moi, un lien avec de nombreux gilets jaunes que j'avais rencontrés à l'époque. Et en effet, ils ont l'impression d'avoir participé à un grand moment, à un nouveau type aussi de mouvement social. Un mouvement social, et en cela, ils ont raison. C'est un mouvement social radicalement nouveau. Seul, quelques années auparavant, le mouvement des bonnets rouges en Bretagne avait annoncé ce type de mouvement social qui se fait en dehors de toute médiation traditionnelle. Il y avait des gens qui allaient du Rassemblement national à la France insoumise, il y avait des syndiqués, des non-syndiqués, c'était la France. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un mouvement social, c'est très rare, qui s'est fait sous les couleurs nationales. Il y avait les couleurs du gilet jaune, il faut interpréter, mais il y avait les couleurs nationales. Ça représentait vraiment toute la diversité française. Alors, bien sûr, comme vient de le dire, je crois, un habitant de Loudéac qui avait été un ancien gilet jaune, le terreau est fertile. C'est arrivé, ça peut arriver. À nouveau, sous cette même forme, je ne crois pas, parce que ce sont des mouvements qui ne sont pas structurés, sont des mouvements épisodiques, qui s'adaptent à l'ère du temps, mais le terreau reste, oui, bien sûr, extrêmement fertile, avec en particulier la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. On en reparlera largement dans ce débat. Lucile Schmitt, cette France des Gilets jaunes, est-ce qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue, même partiellement, par Emmanuel Macron principalement, on va dire, le pouvoir politique? Non, moi je crois que ce qui ressort de votre reportage, c'est qu'effectivement elle se sent, elle a l'impression qu'elle n'a pas été entendue. Et pour autant, ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives politiques qui ont été prises pour dire qu'on l'entendait. C'est-à-dire qu'il y a eu ce grand débat national dont Pascal Perrineau était garant. Il y a eu quand même la Convention citoyenne pour le climat, dont il faut rappeler que la sociologie avait été, par le tirage au sort, était censée se calquer sur, d'une certaine manière, la sociologie des Gilets jaunes. Et donc on voit bien que la nature des réponses politiques, il y a eu aussi, il faut le rappeler, je crois que c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros qui ont été donnés, a-t-on dit, aux Gilets jaunes. Et du coup, il y avait toute cette discussion là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc toutes ces réponses, qui ont quand même été relativement nombreuses, il y a eu une succession de réponses en fait pendant plusieurs mois, ne les ont pas satisfaits. Et ce qu'on voit, c'est pourquoi, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler le caractère hétérogène en fait des revendications, en tout cas de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des demandes sur le pouvoir d'achat, ça c'est repris. Il y avait des demandes démocratiques. Il faut se rappeler que le référendum d'initiative citoyenne, c'était une des principales revendications des Gilets jaunes. Il y avait des demandes aussi de nature écologique par rapport à la méthode, en disant, écoutez, l'écologie, il ne faut pas que ça tombe du ciel, il faut que ça vienne du terrain. Donc tout ça, ça a au fond posé une espèce de questions sans solution à nos politiques qui sont habitués à répondre. Ça veut dire que c'était pas possible de répondre à toutes ces questions en même temps, c'est ça ? Je pense qu'il y avait tellement de questions en même temps que le fait d'avoir choisi de répondre d'abord de manière financière, et puis aussi, je me rappelle qu'Emmanuel Macron a employé le terme d'écologie populaire. Il a dit il faut créer l'écologie populaire, et à ce moment-là, il y a eu cette espèce donc de mini-débat avec déjà Jean-Luc Mélenchon qui a dit mais c'est moi qui ai dit ça le premier. Donc il y a eu cette discussion absurde, et au fond, je pense que donc il n'y a pas eu la capacité à répondre à l'ensemble des questions, et que du coup le sentiment qu'on n'a répondu à aucune question est très présent. Si on essaye d'analyser ce mouvement, on a choisi cette date parce qu'on est à quelques jours du 1er décembre 2018, c'est le saccage de l'Arc de Triomphe. Jean-Laurent Casselis, est-ce que le mouvement change de forme ce jour-là, peut-être surtout dans la perception par tous les citoyens français ? Alors, probablement, je pense que c'est resté un mouvement, comme Pascal l'a dit, inclassable, quelque part inédit. Dans le livre dont vous avez rappelé le titre qu'on a coécrit avec Jérôme Fourquet, on ouvre vraiment l'introduction, la première ligne de la première page, par le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on avait l'impression que dans ces quelques semaines, ces quelques mois de mobilisation, c'est joué vraiment une véritable mise à jour du pays sur plusieurs plans. Déjà sur le plan, je dirais, des fractures géographiques, spatiales, territoriales. Aujourd'hui, c'est une évidence avec le recul 5 ans après, mais à l'époque, moi je me rappelle, j'étais journaliste à Slate à l'époque, et je regardais en amont de l'acte 1, donc avant ce 1er décembre dont vous parliez, amont de la première mobilisation. 1er décembre, c'est l'acte 3. C'est l'acte 3, pardon. Donc, je vous dis, bien avant l'acte, le 18 novembre, l'acte 1, je m'intéressais à ces lieux de rassemblement. Déjà, au fait que ce soit organisé par des groupes Facebook, et que ces groupes indiquaient aux futurs Gilets jaunes qu'ils allaient se retrouver, qui devant le parking du McDo, qui devant le rond-point de Bricorama ou de Kings Jouets. Et en fait, on voyait finalement toute cette urbanisation des périphéries des 30-40 dernières années exploser, j'allais dire, sous nos yeux, puisque c'était les Gilets jaunes étaient devenus le peuple de la route, le peuple de ces périphéries. Et ça, c'était un premier élément. L'autre élément que je trouve très
présent, qui a été très présent à l'époque, c'est l'évolution de la structure sociale. Puisqu'en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est une forme de lutte des classes. Le philosophe et sociologue Bruno Latour, qui est décédé l'année dernière, parlait de classe géosociale. On a vu à quel point les catégories sociales ont évolué. Les vieux bastions ouvriers ont quelque part été remplacés par les caristes, les professionnels de la logistique, les aides-soignantes, tout ce prolétariat en fait des services à la personne, des services aux entreprises qui bien souvent a remplacé l'ouvrier d'usine. C'est un peu comme si le gilet jaune était devenu le nouveau bleu de travail et l'anthropologistique la nouvelle usine. D'ailleurs, il y avait beaucoup de caristes parmi les gilets jaunes qui ont été arrêtés pendant le saccage du 1er décembre. Ouais. Et donc je repose la même question sur... on a commencé à parler de gilets jaunes radicalisés. Pascal Perrineau. Donc c'est intéressant la perception du mouvement dans le temps et moi je pense l'avant-après Arc de Triomphe. Non, bien sûr, il y a, vous savez, dans tous les mouvements sociaux, à partir du moment où ils durent, il y a une radicalisation. Il y a les jusqu'au boutistes, il y a ceux qui veulent arrêter, il y a ceux qui veulent se donner le temps de réfléchir à l'organisation, aux formes d'action. Et le mouvement des Gilets jaunes, oui, a connu une radicalisation. Certains radicaux, d'ailleurs, venant à la fois de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, s'en sont occupés. C'est-à-dire se sont introduits dans ce mouvement qui, en plus de ça, n'avait pas de service d'ordre, était dans un état de désorganisation parce qu'ils refusaient eux-mêmes toute forme d'organisation. C'est un mouvement très facile à pénétrer. Donc des minorités s'en sont occupées et d'après les enquêtes qui ont été faites par la police à propos de ce saccage sinistre en effet qui s'est développé à l'Arc de Triomphe, il y avait des militants radicaux et en particulier des militants radicaux de l'extrême droite. Donc bien sûr, il y a eu une radicalisation et puis les Gilets jaunes eux-mêmes se sont radicalisés. C'est-à-dire il y a eu de la violence produite par des Gilets jaunes, par des gens très souvent, vous savez, on parlait de primo-manifestants, des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Jamais manifesté de leur vie. Et on a vu des vieilles dames très dignes en gilets jaunes se mettre à prendre une bouteille et à l'acheter sur les forces de l'ordre, etc. Donc oui, il y a une radicalisation du mouvement qui était peut-être due au fait que ce mouvement est très original et à la fois très français, très original parce qu'il ne se donne pas les moyens de débouchés politiques. Mais oui, il y a eu zéro débouché politique. Voilà. Et pourquoi très français? Pas de tête d'affiche qui a pris le pas sur... Enfin, il y en a eu plusieurs, mais il n'y en a eu aucune qui a émergé. Depuis la Révolution française, il y a ce tempérament qui considère que la souveraineté populaire ne peut pas être représentée. C'est Robespierre qui le disait, Rousseau le disait d'une autre manière auparavant, c'est-à-dire on ne peut pas être représenté. Et on l'a vu, c'était farouche dans ce mouvement. Dès qu'il y avait un leader des Gilets jaunes qui montrait sa tête, on lui coupait la tête. C'est ça. Dès qu'il faisait trois plateaux de télé, il était considéré comme un vendu aux médias, etc. Donc on s'en occupait pour l'écarter. Donc ce mouvement est en cela extrêmement franco-français. Vous savez, il y a un slogan moi, qui m'a toujours frappé, d'ailleurs je crois que ça a été photographié, on voyait en plein mouvement des Gilets jaunes une jeune femme avec son gilet qui était en train d'écrire sur un mur noir « Nous ne voulons pas discuter ». 3 petits points. Tout est dit là-dedans. Nous ne voulons pas discuter, nous sommes très en colère, mais on ne veut pas discuter, on ne veut pas s'organiser pour discuter, on veut simplement exprimer notre ras-le-bol, et ça, bien sûr, le ras-le-bol, il est toujours là. Alors, justement, on le dit, les ferments de la révolte, ils sont toujours présents. Écoutez, ce fonctionnaire qui manifestait là, pour le 5e anniversaire, c'était le 18 novembre dernier, il s'appelle François. Malheureusement, on est toujours au même point et c'est même pire. Quand on voit le coût de la vie, l'inflation, le carburant, l'alimentation, les droits sociaux qui malheureusement diminuent de plus en plus. Donc voilà, même si malheureusement il y a moins de monde dans la rue qu'au début, malgré tout, mais voilà, la mobilisation elle reste là et affaiblit pas. Voilà. Mouvement qui était lié sur des questions de pouvoir d'achat, évidemment, mouvement parti de la route, des usagers de la route, d'où le gilet jaune, avec cette idée fin du monde, fin de mois, Lucille Schmitt. Est-ce que ça a évolué dans la perception des Français qui participaient au gilet jaune et qui disent aujourd'hui, bon, il y a toujours les ferments de la révolte. Est-ce qu'ils ont évolué sur cette question d'écologie, d'après vous? Alors, l'expression fin du monde, fin de mois, il faut peut-être rappeler, c'est une expression de Nicolas Hulot, qui en fait permet
d'opposer d'une certaine manière la question des inégalités sociales et la question de l'urgence écologique. Alors moi, je voudrais d'abord rappeler que d'emblée, un certain nombre de gilets jaunes, pas tous, mais comme le rappelait à la fois Pascal Perrineau et Jean-Laurent Casselli, la vérité, c'est que c'est un mouvement hétérogène. Un certain nombre de gilets jaunes ont tenu à dire qu'ils n'étaient pas contre l'écologie d'emblée. C'est-à-dire qu'ils étaient contre une taxe carbone qui tombe du ciel, mais ils n'étaient pas contre l'écologie. D'ailleurs, Priscilla Ludowski, qui était une des figures des gilets jaunes, elle va être sur la liste européenne des Verts. Et donc Priscilla Ludowski a été fondatrice avec une pétition qu'elle a lancée sur le coût du carburant en fait en septembre 2018. Donc c'est intéressant, c'est que voilà, d'emblée, l'opposition entre fin du monde et fin de mois a été récusée par un certain nombre de gilets jaunes. Après, ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est qu'en fait, on a été rattrapé à la fois par l'urgence sociale et par l'urgence écologique. Et en fait, nous comprenons tous, à mon avis, la société française comprend, c'est d'ailleurs dit dans votre reportage, sans doute mieux les difficultés des Gilets jaunes face à un contexte d'inflation dans lequel la question du pouvoir d'achat et de la précarité dépasse sans doute assez largement ce mouvement. Et par ailleurs, la façon dont l'urgence écologique gagne avec ces catastrophes climatiques fait que, ça, à mon avis, l'antagonisme entre ces deux choses est quelque chose qui est... enfin voilà, elle n'existe plus. Voilà ce que je pense. Il y a un truc qui a changé, c'est dans l'œil des politiques, et de l'exécutif. C'est-à-dire la peur de la gilet jaunisation, c'est devenu une espèce de refrain qu'on entend au moindre événement. Et une grande partie de la politique pour lutter contre l'inflation, enfin de toutes les mesures qui ont été mises en place, découle aussi de cette prise de conscience qui a eu lieu quand même à l'automne 2018 avec ce mouvement des Gilets jaunes. Autre chose, un autre facteur qu'on avait cité comme quelque chose qui avait provoqué aussi ce mouvement, qui était cette décision de baisser, vous vous souvenez, la vitesse sur les routes départementales. 90 à 80. Voilà, et qui avait mis en colère beaucoup de gens, et qui avait été prise comme une décision venue d'en haut qui ne tient pas compte de notre réalité locale. Oui, c'est dangereux de rouler vite, mais sur cette route-là, moi je peux vous dire qu'en tout cas, on peut y aller à 80, il n'y a aucun souci. Il y a cette idée d'un pouvoir déconnecté. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup obsédé par la suite l'exécutif. Alors je ne dis pas qu'ils ont tout bien fait ou qu'ils ont tiré toutes les leçons, mais en tout cas, je sais que ça a beaucoup obsédé dans certains ministères et à l'Élysée. Par rapport à ce que dit Mathieu, moi j'aurais insisté sur une chose, c'est qu'on nous a montré quelqu'un qui s'est qualifié de fonctionnaire, et en même temps il a un gilet jaune. Et je pense qu'une des principales revendications des Gilets jaunes, c'était tout de même qu'il y ait davantage de services publics, qu'il y ait davantage au fond, de fonctionnaires dans ces territoires. Et je trouvais que c'était une sorte de paradoxe. Et moins d'impôts, pareil. Oui, mais en tout cas, pas de taxes carbone qui tombent du ciel et qui donnent le sentiment qu'elles sont injustes par rapport aux classes sociales défavorisées. Pas moins d'impôts, mais un impôt plus juste. Jean-Laurent Casselli, sur cette question des enjeux, on va dire, environnementaux, il y a aussi du climato-scepticisme dans la société française. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Est-ce qu'elle recoupe parfois une partie du mouvement des Gilets jaunes? Même si j'ai bien entendu vos arguments sur le fait qu'ils n'étaient pas forcément caricaturaux sur les enjeux écologiques. Oui, alors sur l'écologie, il y a un paradoxe. Donc, une étude récente de l'ADEME, qui a accompagné d'ailleurs la fameuse campagne dont on a beaucoup parlé sur la sobriété, montre en registre les dévendeurs, les fameux dévendeurs, enregistrent que 8 Très bonne Français, campagne à mon avis. Mais voilà, enregistre que 8 Français sur 10 sont éco-anxieux, sont donc concernés par la crise climatique dans toutes les catégories sociales, dans tous les âges. Ça, par rapport à il y a 5 ans en arrière, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a une sorte de massification, de diffusion de la préoccupation écologique qui est plus un truc de bobo de centre-ville diplômé pour aller vite. Une fois qu'on a dit ça, la transition écologique est aussi en train de se traduire en loi et en dispositifs de plus en plus concrets et de plus en plus contraignant à court terme. 3 exemples, désolé pour l'avalanche de sigles, ZFE, ZAN, DPE. Donc, on a fait une émission là-dessus il n'y a pas très longtemps quand on était au Salon des maires. On a bien vu à quel point ça pouvait être un casse-tête pour eux. Voilà, donc ZFE, zone à faible émission, qui exclut progressivement les voitures les plus polluantes des agglomérations. ZAN, zéro artificialisation nette, qui à terme dispose qu'il n'y aura plus de possibilité de construire autour des petites villes sans compensation ailleurs. Et enfin DPE, la question des passoires énergétiques. Bon, sur tous ces dispositifs, la plupart des Français disent bah oui, on est pour, c'est du bon sens, moins de pollution dans les villes, moins d'artificialisation des sols, moins de passoires thermiques. Le problème, c'est que quand ça tombe sur vous, c'est comme les niches fiscales, en fait, il y a toujours un chien à l'intérieur. Et là, dans chacun de ces dispositifs, il y a une contradiction entre, je pense, un accord de principe pour des changements pour la question du rythme de la transition écologique. Et
juste pour finir, et surtout le coût de la transition écologique. C'est-à-dire que la voiture électrique, avoir un logement plus sobre en termes d'énergie, et tout ça coûte plus cher. Voilà. Alors, on a commencé à l'évoquer grâce à vous, Lucie Schmitt, mais on va rentrer dans le détail de ce que les Gilets jaunes ont obtenu grâce à Steve Jourdain, qui va pouvoir revenir sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe qui avaient sorti le chéquier. Oui, première mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre 2018. 300 000 personnes descendent dans la rue. Dans la foulée, l'exécutif effectivement va tenter de désamorcer le mouvement en faisant plusieurs annonces. La taxe carbone sur les carburants est enterrée définitivement, mais il faut attendre le 10 décembre, presque un mois après le début de la mobilisation, pour qu'Emmanuel Macron prenne enfin la parole et s'adresse directement aux Gilets jaunes. Écoutez. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces à l'occasion de cette allocution. Parmi elles, une hausse de 100 € pour les travailleurs au SMIC, une exonération de cotisations et la généralisation des primes de fin d'année, l'annulation de la hausse de la CSG pour une partie des retraités ou encore l'organisation d'un grand débat national avec pour objectif de répondre au malaise démocratique. Ce débat se déroulera de décembre à mars 2019. Il passe par l'ouverture de cahiers de doléances dans toutes les mairies de France. C'est un certain Pascal Perrineau qui est garant de ce grand débat. Et ce n'est pas suffisant pour calmer la colère des Gilets jaunes. Non, ils continuent à se mobiliser dans les semaines qui suivent. Les revendications se multiplient. Emmanuel Macron va promettre de nouveaux milliards. On est fin avril 2019. Le chef de l'État est conclu comme ça les 3 mois du grand débat. On va écouter le chef de l'État. Je ne veux pas que les dérives de quelques-uns occultent les justes revendications portées à l'origine de ce mouvement et profondément soutenues. L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Et donc, le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures, notamment la réduction de l'impôt sur le revenu, la réindexation des petites retraites sur l'inflation, l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives ou encore la réduction du nombre de parlementaires, des promesses qui ne seront que partiellement, très partiellement tenues. La réduction de l'impôt sur le revenu, c'est oui. Il a baissé pour les foyers des premières tranches, 5 milliards d'euros en moins pour 15 millions de Français sur l'année 2020. En revanche, sur la réforme des institutions, le bilan est plutôt maigre, pour ne pas dire nul. La meilleure illustration, c'est peut-être ces cahiers de doléances qui sont effectivement issus du grand débat et qui prennent aujourd'hui la poussière dans les archives départementales. Merci beaucoup Steve. Pascal Perrineau, forcément je me tourne vers vous sur ces cahiers de doléances. Je crois qu'on les appelait officiellement cahiers citoyens, c'est ça? C'est une mine? C'est une mine. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors c'est difficile de répondre à la question, mais dans les grandes lignes. Des revendications tous azimuts qui viennent d'en bas et qui sont formulées avec le vocabulaire, le mode d'expression des gens d'en bas. Voilà. Si vous voulez, quand j'étais étudiant, j'avais lu dans mon département, l'Indre-et-Loire, où je faisais mes études, j'avais lu les cahiers de doléances de la Révolution française. Et j'avais été ému par la lecture de ces cahiers de doléances, où on sentait vraiment toute la société française de 1788-1789. Là, je vous assure, pour en avoir eu, j'en ai eu des centaines dans mon bureau à une époque, et les avoir lus attentivement, il y avait la même émotion en lisant cela. Mais alors, bien sûr, le registre de doléances, de revendications citoyennes était extrêmement large. Emmanuel Macron, dans le grand débat national, a voulu faire rentrer ça dans 4 thèmes, mais ça allait de questions démocratiques à des questions sociales, à des questions de mode de vie, à des questions beaucoup territoriales. Et aussi, on sentait dans ces cahiers quelque chose, à mon avis, de décisif. Une demande de reconnaissance. C'était des gens de peu, comme dit Pierre Sanso, des gens de peu qui demandaient, dont on ne parle jamais, ni dans les médias, ni en matière politique, etc., qui n'ont aucune représentation, ni syndicale, ni politique, et qui demandaient tout simplement à être reconnus, à être entendus. Et ils ont eu l'impression, c'est vrai, à l'issue du grand débat national, d'avoir été parfois un peu floués.
C'est-à-dire ce grand débat national a débouché en effet sur des milliers de cahiers de doléances. Vous savez que tout a été numérisé, donc tout est à la disposition du public. Simplement, ça n'est pas facile d'accès. Il y a eu d'autre part un site qui a été ouvert. Il y a eu 2 millions de personnes, ça n'est pas rien, qui ont participé à ce grand débat national. Mais forcément, ça a les limites de toute expérience de démocratie participative. Ça touche des minorités, mais c'est une grosse minorité, 2 millions. Bon, enfin, il y a 47 millions d'électeurs, il ne faut pas l'oublier. Donc ça touche des minorités. Et puis très souvent, ces expériences sont utilisées, hélas, un peu comme des opérations de marketing. Ça mobilise, ça permet de calmer les populations. Après, ce qu'on en fait, c'est beaucoup plus modeste. Oui, effectivement, ils prennent la poussière. Démonstration avec un extrait de reportage signé Samia Dechir. Elle s'était rendue, je crois que c'était il y a 2 ans, en Seine-et-Marne. Plus tard, les fameux cahiers de doléances remplis par les Français sont désormais conservés dans les archives départementales, comme ici en Seine-et-Marne. Je peux prendre un registre pour la commune, par exemple, de Boissy-la-Bertrand. Mes souhaits pour l'Europe. Unifier les taxes et impôts dans tous les pays pour éviter les paradis fiscaux. Taxer les GAFAM. 250 cahiers venus des 500 communes du département sont conservés dans une quinzaine de boîtes, théoriquement accessibles à tous, mais que personne n'est jamais venu consulter. Je ne suis pas certain non plus que le grand public ait connaissance que ces documents se trouvent aux archives départementales. Bien entendu, une certaine communication a été assurée en 2019 sur le sujet. Ces documents sont des trésors inestimables pour comprendre la motivation des citoyens, leur colère, leurs propositions, le sens qu'ils souhaitent donner à la vie publique. Et je suis certain que le temps viendra où des historiens, des chercheurs se pencheront sur ces documents. Non, c'est surtout le drame, parce que que ce soit un matériau formidable pour les futurs historiens, tant mieux, mais ça devait être un outil pour le quotidien. Pour les politiques, mais bien sûr. Et donc, c'est ça qui est désolant, parce que c'était une opération politique assez talentueuse d'Emmanuel Macron pour rebondir et se sortir de ce bourbier, mais les gens, ils l'ont fait sincèrement. Ils l'ont fait de bonne foi, cette démarche de remplir ces cahiers de doléances et de dire ce à quoi ils pensaient. Tout ça pour moisir sur des étagères ou dans des boîtes en carton. C'est vrai que c'est assez détestable. Et effectivement, Jean Casselis, ça pose la question de la reconnaissance. C'est ce que disait Pascal Perrineau à l'instant. Est-ce qu'il y a quand même... Parce qu'on peut avoir le sentiment que dans le débat public, que ce soit chez les politiques, vous le disiez Mathieu tout à l'heure, ou même dans le traitement médiatique, on regarde d'un peu plus près cette France-là quand même, si on compare aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Donc reconnaissance ou pas? Oui, c'est un point central. On a commencé ce débat en parlant des questions de pouvoir d'achat, qui étaient très importantes. Il y avait une dimension économique dans le déclencheur de la crise des Gilets jaunes, mais il y avait aussi, vous l'avez dit Pascal, une question de reconnaissance, de fierté. Et de même qu'on oppose trop souvent l'écologie et les classes populaires, on oppose souvent les classes populaires des périphéries de la ruralité aux banlieues. Et je crois que pendant... On a fait dans la première partie de notre émission. Ah bon? Eh ben, en tout cas, c'était l'un des thèmes du débat. En tout cas. Je trouve qu'on a de plus en plus tort parce que, d'une certaine manière, on a vu aussi dans le peuple des Gilets jaunes, déjà, une certaine naïveté, vous l'avez dit, c'était des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui ont vu ce que c'était d'avoir des CRS en face d'eux. Ça ne se passe pas toujours bien. Ça, c'était relativement nouveau dans cette France qui n'est pas la France qui pense que la police tue. Et par ailleurs, je crois qu'il y a eu aussi une vraie attente de reconnaissance, j'allais dire culturelle, de ce que Christophe Guilluy avait appelé la France périphérique, dans cette France encore une fois, on oppose souvent un peu rapidement à la France des banlieues qui s'est d'ailleurs faite entendre en juillet de cette année, après la mort de Naël par un policier. Lucile Schmitt, là, j'ai en tête les 2 extraits de déclaration d'Emmanuel Macron que Steve Jourdain nous a proposé avec c'est un mea culpa qu'on n'a pas si souvent entendu dans la bouche du chef de l'État. Sauf que ça n'a pas vraiment... Alors, c'est beaucoup d'argent, des milliards, mais pas de réponse structurelle. Alors, est-ce que c'était possible d'apporter une réponse structurelle à un mouvement aussi hétérogène ? Il y a plusieurs choses par rapport à ce qu'ont dit Pascal et Jean-Laurent. Quand vous lisez les cahiers de doléances, moi il se trouve que j'étais à Bordeaux et qu'il y avait une manifestation autour de ces 5 ans des Gilets jaunes. Et il y avait donc différents
extrait des cahiers de doléances qui étaient exposés. Il faut se rappeler d'abord qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes qui ont écrit dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait y aller. Et au fond, mais ceux qui ont écrit, c'est souvent ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et qui ont saisi cette opportunité. Et donc, ce qui était assez frappant, on le voyait même dans votre reportage, par exemple, c'est l'écriture, cette écriture ronde parfois de ces femmes, de ces mères de famille, qui disent quelque chose sur la façon dont elles ne peuvent pas, au fond, donner à leurs enfants une vie comme elles le souhaiteraient, ou ce père qui dit « moi, je ne peux pas emmener ma femme au restaurant ». Donc, il y a quelque chose, c'est certes très politique, mais c'est aussi très poignant, en fait. Moi, c'est ça que je voulais dire. Et je trouve ça dommage que, d'une certaine manière, même les journalistes, même les reportages ne fassent pas état de ce côté extrêmement poignant, de cette douleur de ne pas pouvoir avoir la vie qu'on souhaiterait avoir dans ce cadre. Alors là, du coup, je dirais que... réponse politique, réponse structurelle possible. Du coup, par rapport à Emmanuel Macron, ce qui est frappant, c'est que lui aussi, il veut jouer l'empathie. Moi, je trouve que c'est ça qui est frappant. Il dit, je suis pas capable forcément de répondre à tout de suite, etc. Mais jouer l'empathie, alors que ce qui se passe, c'est que le désespoir s'appuie sur une absence concrète de revenus, de capacité à donner un destin, de logement, etc. Si vous voulez, l'empathie ne fonctionne pas. Moi, ça me semble essentiel. Et en plus, on n'attend pas d'Emmanuel Macron qui vienne nous dire « j'ai pas réussi », etc. On attend plutôt une réponse qui doit être assez concrète. Et moi, ce qui me semble important, c'est qu'il n'a pas territorialisé la réponse. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a échoué? Parce que, d'une certaine manière, il a parlé d'une position de surplomb. Et par rapport à ce que disait Jean-Laurent Casselli tout à l'heure sur les lois écologiques qui continuent à tomber du ciel, c'est-à-dire que les ZFE, le DPE... c'est des sigles que personne ne comprend et qui tombent du ciel et qui affectent d'abord ceux qui n'ont pas les moyens. Donc dans cette situation, non seulement il n'y a pas eu de réponse structurante, mais en plus on a l'impression que les choses se sont installées dans la mésentente, je tiens à le dire, et notamment sur le lien entre l'écologique et le social, les ZFE, le DPE, le troisième, j'oublie le troisième sigle, le ZAN, ces trois-là. C'est très éloigné entre nous de l'univers des Gilets jaunes, du langage des Gilets jaunes et au fond de la capacité à faire en sorte que les lois écologiques s'inscrivent dans les territoires. Donc à mon sens, depuis 5 ans, non seulement on n'a pas compris, mais d'une certaine manière, on a enfoncé le clou de la difficulté, du fossé, enfin le clou du fossé c'est un peu compliqué, mais en tout cas le clou entre les élites et ceux qui... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas la recherche d'une écologie populaire dans le peuple français. Alors, il y a une question évidemment, et avec le recul du temps, on a peut-être des réponses. Pour qui votent les Gilets jaunes, Mathieu? Pas si simple de répondre. Premier renseignement, pas pour eux-mêmes. On l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui a été incapable de se structurer par son caractère composiste, basiste aussi, puisqu'on l'a dit, il ne supportait pas les représentants. Aussi, il faut le dire, parce que le système politique est assez verrouillé en France et qu'il n'y a pas toujours facile, quand on est un nouvel entrant, de se faire une place. Mais en fait, toutes les tentatives de création de listes ou de candidatures se sont fracassées. La première, elle est la plus retentissante, elle est d'une certaine façon la plus étonnante, puisqu'elle se déroule 6 mois après le mouvement des Gilets jaunes. On est en mai 2019, il y a les élections européennes. 6 mois auparavant, au mois de décembre, Ipsos fait une grande enquête où il apparaît que 12% des Français seraient prêts à voter pour une liste Gilets jaunes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces 6 mois où la mobilisation continue? Eh bien, d'un point de vue politique, absolument rien. Les 3 listes, parce qu'il y en a 3 en fait qui se revendiquent des Gilets jaunes, il y en a une qui s'appelle Alliance jaune, l'autre Évolution citoyenne, et puis la dernière, la liste jaune et citoyen qui va fusionner avec celle de Florian Philippot, des Patriotes. Mais ces 3 listes additionnées ne dépassent pas 1,3% des voix. Donc d'accord, ça n'était qu'un sondage à 12%, mais passer à ce point à quelque chose d'aussi ratatiné, alors que ce mouvement a perduré dans la durée, a mobilisé sur, d'une certaine façon, l'ensemble du territoire et pas seulement dans certaines régions, c'est quand même une interrogation. Donc après, ça, c'est européenne. Municipale 2020, il y a une dizaine de listes Gilets jaunes dans les villes, dans les communes de plus de 3500 habitants, mais même chose, très très mauvais résultat, même si, à cette époque-là, on voit émerger le succès de listes dites citoyennes, participatives, de rassemblements citoyens. Est-ce qu'on peut les relier ou pas à ce gilet jaunisme d'atmosphère, pour dire, je ne sais pas si on peut le faire, mais en tout cas il y a ça. Et puis au présidentiel, au régional il n'y a rien, et puis au présidentiel il n'y a rien. Il y a une tentative qui est celle de Jacqueline Moreau, une des premières gilets jaunes historiques, elle se déclare candidate et puis elle finit par rejoindre Éric Zemmour. Alors les gilets jaunes, évidemment très composites, ils ont préféré voter pour qui finalement? Alors, sans surprise, d'après les enquêtes qui ont été menées après le premier tour de la présidentielle, je pense à une enquête BVA, une enquête ELAB, par exemple, c'est sur les partis anti-système qu'on a profité, et celle qui en a le plus profité, c'est Marine Le Pen. Que ce soit
au premier tour de la présidentielle, où on dit qu'elle rassemble 4 gilets jaunes sur 10, en gros, dans les enquêtes qui ont voté pour elle, qu'on a bénéficié aux présidentielles et j'allais dire aux législatives aussi derrière, puisqu'on a vu, sans que la carte électorale, enfin sans que la carte de l'électorat de Marine Le Pen recoupe forcément celle des ronds-points, et je sais que beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, mais globalement, elle a fortifié, on va dire, c'est son implantation dans la France dite périphérique, dans celle du milieu rural. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en profite ? Alors Jean-Luc Mélenchon, il arrive derrière. Derrière Marine Le Pen, en gros, on le crédite entre 25 et 28% des voix des Gilets jaunes. Lui, pourtant, il avait quand même pris fait et cause. Vous vous souvenez, dans sa campagne, il avait dit qu'il amnistierait tous les Gilets jaunes condamnés, qu'il garantirait le reclassement et l'indemnisation des victimes d'amputation, d'éborgnement. Bref, il en avait fait beaucoup, mais il n'arrive que derrière Marine Le Pen. Et puis, c'est pas une immense surprise, je le disais, parce que parce que Paris nous le disait tout à l'heure, l'extrême droite et l'extrême gauche étaient aussi présentes dans les cortèges, il faut le dire, dès le 2018. Alors l'ironie du sort, c'est que les candidats qui avaient multiplié les appels du pied de façon très voyante, je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui revêtait un gilet jaune pour aller sur tous les ronds-points, eh bien, lui évidemment ça n'a pas marché, enfin il n'a pas fédéré autour de lui les votes de gilet jaune, ni même Éric Zemmour qui avait tenté ensuite par la suite de les récupérer. Pascal Perrinos, ça ne changera pas, c'est-à-dire que est-ce que ces grandes tendances dont parle Mathieu, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire d'abord un électorat qui va favorablement voter pour Marine Le Pen? Oui, et il y a 3 formes de protestation, en effet. Celle qui est très dominante, c'est la protestation en faveur du Rassemblement national, d'ailleurs qui s'est exprimée dès les européennes de 2019. Voilà, dès les européennes de 2019, la liste de Jordan Bardella est plébiscitée par les gens qui sont des sympathisants des Gilets jaunes, et loin derrière, deuxième forme d'expression, loin derrière, en effet, la France insoumise. Et puis, troisième forme de protestation qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'abstention. C'est-à-dire les gens qui votent avec les pieds. Et parmi les Gilets jaunes, il y a une telle distance par rapport à la politique, et même parfois une telle haine du monde de la représentation politique que cette option abstentionniste est souvent choisie. Mais le fait que Marine Le Pen soit en tête n'est pas du tout surprenant. Parce que, vous savez, moi, ce qui m'a frappé, c'était que dès sa première candidature présidentielle, c'était en 2012, contre Sarkozy et François Hollande. Et à l'époque, tout le monde ricanait. Elle avait fait toute une partie de sa campagne sur le prix du mazout. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qui lui prend, etc. C'est ridicule, etc. Elle savait très bien qu'il fallait s'occuper de cette France périphérique qu'elle appelait dans sa propagande électorale la France invisible. Elle savait aussi qu'il y avait là tout un électorat qui avait besoin de reconnaissance. Et d'une certaine manière, le vote RN, chez une partie des Gilets jaunes, c'est cette forme de reconnaissance. On utilise le vote en disant où on existe. Et puis alors on l'a déjà expliqué, analysé, documenté sur ce plateau, Lucie Schmitt, mais c'est aussi un échec des partis de gauche de ne pas avoir su capitaliser sur un mouvement comme celui-là, quand même. Ils étaient même hostiles, les partis de gauche. Alors, moi, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est que je voulais rappeler que dans la Convention citoyenne pour le climat, qui a créé ensuite une association qui s'appelle l'Association des 150, un certain nombre de personnes qui étaient moteurs se sont engagées politiquement et qu'elles ont choisi des partis politiques très divers. Il y en a même qui sont devenus macronistes. Et il y en a qui sont devenus socialistes, il y en a qui simplement se mettent à diriger leur village. Donc il y a un sujet aussi sur comment l'engagement peut se traduire d'abord au niveau local. Je voulais revenir sur le fait que c'est un mouvement territorial et qu'au fond, choisir Marine Le Pen au présidentiel, qu'est-ce que ça veut dire sur ce qui se passe au niveau territorial? Je crois que Mathieu a dit qu'il y avait une territorialisation des listes locales, des listes citoyennes. La question des citoyens et des listes locales, c'est un truc intéressant parce que est-ce que ça veut dire que les citoyens aujourd'hui, avant c'était plutôt les Verts par exemple, qui faisaient des listes citoyennes, est-ce qu'aujourd'hui ça va être des citoyens plutôt de droite, voire plutôt d'extrême droite? Il y a un vrai sujet sur qu'est-ce qui va se jouer autour de citoyens et engagés politiques. Et ça, il faut regarder les choses non seulement à l'échelle présidentielle, mais à l'échelle locale. Deuxièmement, par rapport aux partis de gauche, la première chose qu'on peut dire, c'est on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas parlé des partis, au fond, on a parlé des leaders. Et c'est un des paradoxes sur lequel je voulais revenir, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, il ne veut pas de leader,
mais au fond, il choisit des grandes gueules quand même. C'est-à-dire qu'il choisit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, alors que quand il est prié d'aller rencontrer Édouard Philippe, moi je me rappelle d'Édouard Philippe en train de poireauter pendant 2 heures et qu'il y a 0 gilets jaunes qui viennent le voir parce qu'ils n'avaient pas réussi à désigner des leaders pour rencontrer le Premier ministre. Vous vous rappelez pas de cette image ? Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont du côté des leaders grande gueule, ils désignent pas de leaders et ils préfèrent sans doute les listes locales, citoyennes. Donc il y a quelque chose, comme le disait Pascal Perrineau, d'inabouti sur le plan démocratique, mais ça traduit aussi la crise dans laquelle nous nous trouvons de manière générale. Je trouve qu'il représente très bien, métaphoriquement, d'une certaine manière, le merdier dans lequel nous sommes. Oui, et le manque de confiance, vous parliez de l'abstention, le manque de confiance pour les partis politiques. Écoutez ce constat que faisait le directeur international pour les études politiques de Kantar Public. On est quelques jours après le second tour de la présidentielle. Ça nous dit quelque chose de plus profond. Ça nous dit qu'il y a un rapport à la politique qui est dégradé, mais ça, on le constate dans les comparaisons internationales. Dans la dernière enquête Eurobaromètre, qui donc porte sur les 27 pays de l'Union européenne, la France ferme quasiment le banc dans le classement des pays en fonction de la confiance qu'ils accordent aux partis politiques. On doit être à 8% pour une moyenne européenne qui tourne autour de 20%. 20%, c'est pas fameux. 8%, c'est très grave. Effectivement, 8%, c'est grave. Jean-Laurent Casely, sur ce, on va terminer, ça va être notre dernier thème, cette question du, on va dire, renouveau démocratique. Est-ce que c'est pas justement la réponse qui manque le plus ? C'est-à-dire qu'on a vu les promesses faites par Emmanuel Macron, Steve Jourdain les rappelait, sur cette question du renouveau démocratique, elles sont vraiment pas tenues. Oui, parce que pour boucler aussi avec votre précédent questionnement sur la couleur politique des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est tous posée. Est-ce que les Gilets jaunes sont de gauche ou de droite ? Mais en fait, c'est une mauvaise question parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est comme s'ils étaient dans un autre jeu vidéo que nous qui parlons au public Sénat de la politique institutionnelle, des médias, des corps intermédiaires. Ils sont dans un autre délire, quoi. Voilà. Et moi, à l'époque, avec Jean Fourquet, on avait écrit sur la culture des Gilets jaunes, sur les humoristes dont il parlait beaucoup. Il y avait Coluche, il y avait l'humoriste qui s'appelle La Bajon, qui est très populaire chez eux. Il y avait le fait qu'ils entamaient des petits pas de danse sur les ronds-points, des farandoles, des chenilles, de la contrée. Voilà, il y a quelque chose aussi de sympathique dans tout ça, mais il y a aussi une critique qui est radicale de la politique institutionnelle et institutionnalisée, au point que... Et donc on en revient à ma question sur l'absence de renouveau démocratique. C'est pas faute d'avoir essayé, Emmanuel Macron, il n'arrête pas d'essayer on a parlé après les Gilets jaunes de, je sais pas, la possibilité de voter sur sa console PlayStation ou je ne sais quoi, enfin je raconte n'importe quoi, mais on en est un peu là aussi. Quand Pascal Perrineau faisait dresser le profil des Gilets jaunes politiquement, je pensais à Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna revendique d'avoir dans son audimat des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche et des abstentionnistes, à peu près 3/3 équivalents. Voilà, donc finalement, pourquoi je parle de Cyril Hanouna ? Parce que quand les Gilets jaunes avaient voulu forcer les plateaux de télé pour s'exprimer, dans les premières semaines, ils n'étaient pas venus chez vous à Radio France, ils étaient allés directement voir le studio de Cyril Hanouna. Voilà, c'était un peu super sympa ce que vous êtes en train de rappeler, mais vous avez tout à fait raison, il n'y a aucun problème. Je dis ça pour rire. Pascal Perrineau, à vous le mot de la conclusion. On est ce thème de renouveau démocratique. Il y avait quand même la demande de référendum d'initiative citoyenne. Il y a un référendum d'initiative partagée qui existe, mais qui est une usine à gaz inutilisable. C'était peut-être là la réforme possible. Ils ont posé massivement la question démocratique et la question de la nécessité de reprendre notre démocratie, à la fois dans sa dimension représentative. Il y a peut-être des réformes à faire, le référendum d'initiative partagée, baisser par exemple le seuil, il y a des choses extrêmement concrètes à faire. L'usage à nouveau du référendum. Pourquoi, en effet, on a été saisi d'une espèce de tétanie depuis 2005 parce que le peuple français avait dit non, enfin voilà. Et puis de développer à côté d'autres formes de démocratie plus permanente, la démocratie participative, mais à condition de la prendre un petit peu au sérieux et de l'articuler concrètement au monde de la représentation. Merci beaucoup à tous. J'ai rappelé les titres de vos livres, Lucile Schmitt, Emmanuel Macron à Contretemps, c'est chez Bayard, et Jean-Laurent Casely, La France sous nos yeux, publié au Seuil. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Notez que demain, l'invité de la matinale sera Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Bonne soirée.